Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Vous êtes sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste. Dans la vie politique française, est-ce qu'on a eu le droit au passage du Père Noël ou à la sanction du Père Fouettard? Un peu des deux. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu droit au passage du Père Noël. J'ai l'impression que d'autres ont eu droit au passage du Père Fouettard. Chacun son cadeau de Noël. On va commencer cette interview par, on va dire, une bonne ambiance. Vous savez qui nous souhaite Joyeux Noël ici, à Sud Radio? C'est Jean Gabin, écoutez. Dis donc, tiens-toi bien, mon aînée Florence, tu sais ce qu'elle a commandé, elle, au Père Noël? Un cheval. Puis pas un cheval de bois, un vrai cheval. Alors je me demande comment il va descendre par la cheminée. Et Valérie? Ah bah Valérie, elle c'est plus rationnelle. Elle serait plutôt portée sur la boîte de couture, la planche et le fer à repasser, genre petite ménagère. Et le Mathias? Ah, mon engeance, mon bulldozer. Ah bah lui, il a commandé une panoplie de pompistes. Tu sais, la casquette et puis le chiffon pour essuyer le pare-brise. Lui, il est hanté par le gasoil et le super. Enfin, j'aime mieux ça qu'une panoplie guerrière, parce que les mitraillettes et les poignards de commando, j'en raffole déjà pas beaucoup pour les adultes, mais pour les enfants, je suis carrément contre. Non, pour moi, Noël, c'est la paix. Et je trouve drôle de fêter la paix avec des arquebuses plein les cheminées, c'est pas de circonstance. Tu vois, dans certains cas, je ne suis pas ennemi des images toutes faites, c'est reposant. Et l'enfant dont on célèbre l'anniversaire le 25 décembre, personnellement, j'ai toujours vu comme sur les images bien pensantes. Gentil, rigolant aux anges entre son âne et son bœuf. Pas du tout casseur d'assiette. Noël, c'est un sapin, des souliers dans la cheminée. Et des gosses qui nous font le plus joli des cadeaux, celui d'être là. Franchement, Jean Gabin, porte-parole du Parti communiste, Yann Brossard. En tout cas, c'était pas mal. J'avoue, c'était un bon choix. Bon, plus sérieusement, on entend beaucoup la petite musique évidemment du gouvernement, les différentes réactions. Quels ont été quand même les premiers mots après une journée hier, en plein milieu de Noël, des premières passations de pouvoir? Comment vous avez regardé tout ça? D'abord, je suis pas persuadé que les Français étaient accrochés à ce remaniement et avaient le sentiment que leur avenir était suspendu à ce qui se disait à l'occasion de ces cérémonies de passation. Plus sérieusement, moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui a été exprimé dans les urnes, en particulier aux dernières élections législatives, c'est une envie de changement. Et en réalité, ce qui leur est promis aujourd'hui, c'est la continuité, avec au fond le retour de vieilles figures de la politique qui sont là depuis des années, qui ont mené des politiques très rejetées par les Français. Et au fond, on impose aux Français une continuité de la politique qu'on a connue depuis 7 ans. Et je pense que ça n'est vraiment pas ce qu'ils souhaitent dans leur écrasante majorité. On entend beaucoup quand même la petite musique selon laquelle ce gouvernement était en réalité bien plus à droite que celui de Michel Barnier. C'est l'analyse que vous faites aussi ? J'en sais rien. Vous savez, je trouve qu'on fait parfois des analyses politiciennes. Ce qui est sûr, c'est que ça ne correspond pas à ce que veulent les gens. Quand vous voyez le nombre de ministres qui sont en réalité des gens qui étaient candidats aux élections législatives et qui ont été battus. Enfin, un gouvernement, ça n'est pas l'oral de rattrapage des recalés du suffrage universel. Quand vous voyez Mme Montchalin, que tout le monde avait oublié d'ailleurs et que personne ne regrettait, qui rentre au gouvernement alors qu'elle a été écrasée aux dernières élections législatives, je crois que c'était par Jérôme Guedj d'ailleurs, ça pose quand même une question démocratique. Est-ce que l'autre question qu'on peut se poser et qu'on doit vous poser, Yann Brossard, de personnel politique, parce qu'on entend quand même beaucoup ici au 0826 300 300 des gens qui nous disent oui, alors c'est sûr, on peut regretter, on va dire, les vieux poids lourds, les vieux briscards qui rentrent par la porte, qui ressortent par les fenêtres et inversement. Seulement, quand on vous pose la question, notamment à vous la gauche, vous voulez pas rentrer dans le gouvernement. Donc, est-ce que c'est pas trop facile de taper sur ceux qui acceptent de rentrer, parce qu'en plus c'est quand même un peu mission impossible. Et nous étions candidats non seulement à entrer au gouvernement, mais à diriger le gouvernement, ce qui était d'ailleurs légitime puisque nous étions arrivés en tête à l'issue du second tour, à l'issue du second tour des élections législatives. C'est le président de la République qui a décidé que la gauche n'avait pas le droit de gouverner. Vous savez, j'ai l'impression, pourtant je suis membre de la commission des lois au Sénat, qu'a été ajouté un article de la Constitution qui prévoit que la gauche n'a plus le droit de gouverner ce pays, y compris quand elle arrive en tête à l'issue du second tour des élections législatives. Et donc, il a imposé une continuité de sa politique en improvisant une alliance avec les Républicains. Parce que la réalité aussi, c'est que les Républicains et les macronistes
n'étaient pas alliés aux dernières élections législatives. Ils ont construit leur alliance dans le dos des Français une fois que les élections se sont passées. Les Républicains se présentaient comme en opposition à Emmanuel Macron. Et maintenant, ils se sont... Maintenant, c'est beaucoup plus flou, parce que comme personne ne comprend ce que pense Laurent Wauquiez, c'est beaucoup plus flou. Absolument, tout cela est totalement flou. Et donc, ils n'ont aucun programme électoral, puisqu'ils ne se sont pas présentés ensemble aux élections. Maintenant, ils improvisent un programme. Et tout le monde a compris ce que c'est, que ce programme, c'est le copier-coller de ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis 7 ans, et une fois de plus rejeté par une écrasante majorité de Français. Donc il y a un vrai problème démocratique dans ce pays. On va entamer l'année 2025 dans quelques jours. Je pense qu'on doit quand même s'interroger très sérieusement sur la marche de notre démocratie, sur le fait que quelque chose ne tourne plus rond. Quand on a des politiques qui sont à ce point éloignées de ce que la majorité des Français souhaitent, je pense par exemple à la question de la réforme des retraites. Vous avez des Français qui ont majoritairement voté, parfois pour le Nouveau Front Populaire, parfois pour le Rassemblement National, mais en tout cas majoritairement voté pour des partis qui s'engageaient à abroger la réforme des retraites. Et aujourd'hui, François Bayrou a dit la fameuse phrase que vous connaissez et qu'on répète depuis 4 jours, reprendre sans suspendre. Personne n'a compris ce que ça voulait dire. Exactement. Mais peut-être qu'il y aura un début de quelque chose. Et quand il a été interrogé par vos confrères de BFM il y a quelques jours, il dit il n'est pas question de suspendre la réforme des retraites. Donc les Français ne veulent pas de cette réforme. Quand ils ont la possibilité de voter, ils votent contre cette réforme. Et elle a été imposée par 49.3. Là, on aurait la possibilité de l'abroger. La discussion a eu lieu d'ailleurs à l'Assemblée nationale et les macronistes ont fait de l'obstruction pour éviter... Comme ce qu'avait fait la gauche sur certains d'autres lois à d'autres moments. Sauf qu'il y a une différence fondamentale, Maxime Yedot, c'est que quand nous avons fait, on dit de l'obstruction, en tout cas quand nous avons fait durer les débats au moment où le sujet passait à l'Assemblée nationale, il y avait des milliers de Français, des centaines de milliers de Français qui manifestaient contre cette réforme et elle était rejetée par 80% des travailleurs dans notre pays. Donc nous avions un soutien populaire pour empêcher l'adoption de cette réforme. Aujourd'hui, vous avez une grosse majorité de Français qui n'en veut pas et vous avez des macronistes qui, comme des forcenés, font de l'obstruction pour empêcher que cette réforme ne soit abrogée et donc que les souhaits des Français soient exaucés. C'est pas tout à fait la même chose. Tout à l'heure, Yann Brossat, vous avez dit que vous aviez quand même l'impression qu'il y a un article dans la Constitution qui a été apparu entre deux séances qui imposerait en réalité de ne plus gouverner avec la gauche. Pourtant, si on prend factuellement en réalité la liste de certains ministères, on a François Rebsamen, on a Éric Lombard, on a Elisabeth Borne, on a Manuel Valls, on a Juliette Méadel. La gauche est présente. Non mais... Vous avez avalé un clown au réveillon. La réalité, c'est que... pourquoi est-ce que ces personnalités ne sont pas de gauche ? Parce que la question, c'est pas d'où vous venez. La question, c'est où vous allez et qu'est-ce que vous faites. Effectivement, peut-être qu'un certain nombre de ces personnes ont eu leur carte dans un parti de gauche qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus de gauche alors aujourd'hui ? Mais parce qu'ils ne défendent pas la justice sociale. J'ai par exemple entendu hier Mme Méadel, elle aussi, tout le monde l'avait oublié, personne ne la regrettait, qui expliquait qu'il n'était pas question de revenir sur la réforme des retraites. Toute la gauche politique, la gauche sociale, pas que la gauche, mais toute la gauche, s'est mobilisée contre cette réforme des retraites. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets, Yann Brossat, dit de gauche, sur lesquels on doit avancer, qui n'est pas que cristallisé sur la réforme des retraites, ou des gens des bonnes foi de gauche, et on va y venir au fur et à mesure durant les 15 minutes qui nous restent, où les gens sont peut-être ravis d'avoir des gens avec, on va dire, un ADN de gauche, et ils vont essayer de faire avancer quelques dossiers. Non mais Manuel Valls, un ADN de gauche. Non mais qu'est-ce qu'il vous a fait ? Non mais alors attendez, qu'est-ce qu'il vous a fait, Manuel Valls, Yann Brossat ? Est-ce que Manuel Valls est favorable à l'augmentation des salaires ? Est-ce qu'il est favorable à l'augmentation du SMIC ? Est-ce qu'il est favorable au retour du service public ? Il n'a jamais affirmé qu'il était contre. Mais enfin, vous plaisantez ou quoi ? Vous croyez qu'il est favorable à l'augmentation du SMIC, Manuel Valls ? On va pouvoir poser-lui la question. Qu'est-ce qui fait qu'il serait fondamentalement contre ? Vous savez pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de répondre à cette question ? Parce qu'il ne parle jamais de la question sociale. Parce que voilà quelqu'un qui ne parle jamais des questions sociales, des questions de pouvoir d'achat, des questions de services publics. Il n'est pas interrogé sur ça en tant qu'ancien Premier ministre, c'est normal. Ah bon ? C'est normal qu'une figure politique qui a été Premier ministre ne parle jamais de la question sociale, si on lui pose jamais la question. Ne parle jamais de la première préoccupation des Français. Enfin, par ailleurs, il a un peu de bouteille. Quand vous êtes un responsable politique, vous pouvez parler à peu près de ce que vous souhaitez. La réalité, c'est que ça ne l'intéresse pas. Or, le cœur du combat de la gauche, c'est le combat pour la justice sociale. Et voilà un combat sur lequel on n'a jamais entendu Manuel Valls. Et par ailleurs, quand il était Premier ministre, il a fait passer beaucoup de lois qui sont des lois antisociales, notamment la loi
loi El Khomri, toutes ces lois qui ont pourri la vie des travailleurs et leur ont rendu la vie encore un peu plus compliquée en les précarisant davantage. Donc non, pour ce qui est des brevets de gauche, il va falloir qu'ils se lèvent tôt le matin pour les avoir, Monsieur Valls. Même si Myriam El Khomri, c'était au début du quinquennat Hollande, il me semble, c'était à la fin du quinquennat Hollande et Manuel Valls était Premier ministre. Et qu'est-ce que, en réalité, quand je vous entends, c'est ce qui nous a donné envie de poser cette question du jour. Qu'est-ce que vous ne lui pardonnez pas, Manuel Valls? Parce que les réactions sont quand même parfois, et un auditeur nous l'a dit tout à l'heure, disproportionnelles concernant. Qu'est-ce que vous ne lui pardonnez pas? Mais tout simplement, la pire des choses en politique, c'est-à-dire la trahison. C'est-à-dire se présenter devant les électeurs en affirmant qu'on est de gauche, en affirmant qu'on se bat pour la justice sociale. Non mais Yann Brossard, Anne Hidalgo n'a jamais trahi par exemple? Ah non, elle n'a pas trahi en l'occurrence. Elle n'a jamais dit je ne serai jamais candidate à l'élection présidentielle avant d'y aller y faire même pas 2%. Je vous parle de conviction. Oui, mais en l'occurrence, c'est pas une conviction de dire je m'occupe de Paris et partir à la présidentielle. Je vous parle de contenu politique, de fond, même, si vous permettez que je le fasse 2 secondes et que je termine ma phrase. Lorsque Manuel Valls entre en politique, il le fait avec une étiquette politique qui est celle du Parti Socialiste. Quand il est aux responsabilités, il mène une politique qui est tout l'inverse de ce pourquoi il s'est engagé. Pour moi, la clé de la politique, c'est la question de la cohérence des convictions. Une fois de plus, on peut être de gauche, on peut être de droite. Prenez quelqu'un comme Monsieur Retailleau, par exemple, qui défend des positions qui sont totalement antagoniste par rapport à ce que je défends moi. Au moins, il a des convictions. Et ça, vous il les défend. Et il le fait de manière cohérente. Ça, c'est respectable. En revanche, un homme de gauche qui respecte M. Retailleau, bénéficier du suffrage universel et une fois élu, faire l'inverse de ce pourquoi on a été élu, ça n'est pas respectable. Et Anne Hidalgo n'a jamais trahi Yann Brossard? Non, pas du tout. Et en l'occurrence, alors pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais enfin, s'il y a bien quelqu'un qui a appliqué son programme et qui n'a pris personne en traître, notamment sur la réduction de la place de la voiture, où elle avait annoncé la couleur à toutes les élections en 2014 et en 2020 au nom du combat contre la pollution, en l'occurrence, elle a fait ce qu'elle a dit et elle a dit ce qu'elle a fait et personne ne peut lui reprocher l'inverse. Vous me faites penser à cette phrase de François Ruffin qui, il y a quelques jours, disait « Il n'y a pas 2 gauches irréconciliables, mais seulement 2 gauches qui ne veulent pas se réconcilier ». De qui vous parlez là? François Ruffin, qui a dit cette phrase. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie? En l'occurrence, quels sont les 2 partis de la gauche qu'il faudrait réconcilier? Potentiellement le Parti Socialiste, la France Insoumise, par exemple. Oui, mais là, vous parliez tout à l'heure de Manuel Valls. Il est plus membre du Parti Socialiste. Non, mais il n'y a pas besoin de se réconcilier. Non, mais d'accord. Non, mais autre question. Alors, si on va pas se réconcilier avec au sein du nouveau Front populaire, par exemple, est-ce que ce n'est pas de gauche? François Ruffin, par exemple, vous prenez de gauche qui ne doivent plus parler. Dans son dernier livre à la rentrée, a finalement théorisé l'aspect selon lequel il y aurait une gauche qui parlerait beaucoup, on va dire, à quelques minorités, et une autre qui devrait parler davantage au social plutôt que de faire du sociétal. Donc ça, est-ce qu'elles ne peuvent plus parler ou elles ne veulent plus parler? Mais François Ruffin a raison. Il n'y a pas 2 gauches irréconciliables. Moi, je ne crois pas du tout aux 2 gauches irréconciliables. Je pense qu'il n'y a qu'une seule gauche qui se bat pour le progrès social, qui se bat pour le monde du travail, qui se bat pour l'augmentation des salaires, qui se bat pour le climat. Et c'est cette gauche-là qui doit maintenant se donner les moyens de gagner les prochaines élections. Si ce sont des élections législatives, il faudra que nous soyons capables de réunir une majorité absolue. Et si ce sont des élections présidentielles, il faudra trouver le candidat qui est capable de nous mener à la victoire. Mais je ne crois pas du tout, moi, dans l'idée qu'il y ait 2 gauches irréconciliables. C'est une théorie stupide. Il y a une seule gauche et c'est celle-là qu'on doit entendre. Et donc, bien sûr, il faut veiller à ce qu'elle soit la plus forte possible si on a envie que ça change dans notre pays. Yann Brossard, sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste. Passons en revue désormais les urgences du moment. D'abord, les Outre-mer. Hier, lors de la passation de pouvoir, Manuel Valls a rappelé la nécessité de ne pas oublier les Outre-mer une fois les émeutes, les cyclones et les tempêtes passées. Est-ce que la ligne de conduite, on va dire la petite fiche de poste, est convenable pour le moment? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'une attention toute particulière pour les Outre-mer, d'autant que la situation à Mayotte est effectivement extrêmement préoccupante. On ne sait toujours pas combien de morts on a sur ce territoire-là. Et par ailleurs, au-delà de l'urgence, on sait que les difficultés rencontrées à Mayotte ne remontent pas aux derniers événements. La réalité, c'est qu'on a, par exemple, un produit intérieur brut par habitant à Mayotte qui est 4 fois inférieur à celui qu'on a dans l'Hexagone, qu'on a un département qui est le plus pauvre de tous les départements de France. Et donc on ne découvre pas les difficultés de Mayotte aujourd'hui. Et donc qu'on mette
le paquet à la fois pour pallier aux urgences immédiates, mais aussi pour reconstruire, c'est absolument fondamental. Il y a aussi l'économie. On l'a vu, une fin d'année très compliquée, des plans sociaux en cascade, des restructurations de grands noms quand même de l'économie française qui risquent malheureusement de licencier. Éric Lombard est celui qui va prendre donc les manettes de Bercy lors de la passation de pouvoir. Alors, il a parlé comme vous. Régler l'urgence sociale, augmenter la justice sociale, urgence climatique et écologique, et même un hommage à Michel Sapin. Faut l'embaucher. Ben, il est déjà embauché et ça n'est pas moi le patron. Envoyez-lui une carte du Parti communiste alors, non ? C'est bien le problème d'ailleurs. C'est pas lui le patron et c'est pas moi non plus. Et donc la question c'est dans quelle mesure il aura des marges de manœuvre pour mettre en place la politique dans laquelle il croit. Et est-ce qu'effectivement il aura la possibilité de faire ce qu'il dit ? Bon, ça on verra bien. En tout cas, nous accompagnerons et nous ferons en sorte que s'il souhaite mettre en œuvre des politiques de justice sociale, il soit soutenu. En tout cas, nous serons toujours du côté de la justice sociale. On est bien sûr dans l'opposition, mais enfin, quand on est au Parlement, on a quand même la possibilité de pousser un certain nombre de mesures et nous le ferons à plein. Vous nous confirmez que c'est quand même des forces de gauche qui ont poussé pour la nomination d'Éric Lombard ou pas du tout ? Pas du tout, non. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne le Parti communiste, nous n'y sommes pour rien. Mais en l'occurrence, j'ai entendu ce qu'il a dit, et nous ferons en sorte que le curseur soit mis du côté de la justice sociale plutôt que dans la dégradation des conditions de vie des Français. La justice également, autre chantier très important, chantier colossal même. Hier, un des membres de l'Union syndicale des magistrats nous rappelait à quel point, même avec l'arrivée de Gérald Darmanin place Vendôme, il y avait certes des inquiétudes, mais le premier curseur, puisque vous avez évoqué le curseur à l'instant, ce serait quand même évidemment le budget de la justice. Lui, de son côté, lors de sa passation, Gérald Darmanin a dit qu'il allait réconcilier la justice avec les citoyens. Et deux priorités, c'est le narcobanditisme et le trafic de drogue. On dirait du Fabien Roussel sur la sécurité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la question du trafic de drogue, il y a besoin au moins de mettre les bouchées doubles. J'étais membre de la mission d'information du Sénat sur cette question du narcotrafic. Nous avons d'ailleurs bien travaillé, dont on a beaucoup parlé ici. Nous avons d'ailleurs bien travaillé de manière transpartisane. De ces travaux est issue une proposition de loi qui vise notamment à créer un parquet spécifiquement dédié à cette question. Je pense que s'il y a bien un sujet sur lequel on doit être capable de se retrouver, c'est à l'évidence celui-là, parce qu'on voit bien à quel point le trafic a aujourd'hui pourri bon nombre de nos quartiers, qu'il a des ramifications extrêmement puissantes, et donc on a effectivement besoin d'y travailler très sérieusement, beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Et vous croyez que Gérald Darmanin va réussir à mettre une certaine patte place Vendôme pour justement aller à fond sur ces sujets-là ? Bon, je m'en fiche un peu. À vrai dire, ce qui compte pour moi, c'est surtout les résultats. Et est-ce que, par exemple, dans un certain nombre de quartiers qui ont été totalement envahis par le narcotrafic, on a enfin une lutte active qui permet d'y remédier ? Est-ce qu'on recrée aussi des postes de douaniers qui nous permet de mieux contrôler nos frontières et d'éviter qu'entre sur notre territoire... Il y avait eu aussi les fameuses opérations Place Net, XXL. Mais si on a envie de prendre le mal à la racine, la question, c'est aussi comment on évite que rentrent sur le territoire français ces quantités de drogue qui ensuite se retrouvent dans nos quartiers. Et donc on aura besoin pour ça de postes en nombre, notamment de postes de douaniers. Il va travailler main dans la main, a-t-il dit, avec Bruno Retailleau. C'est rassurant, enfin, d'avoir un tandem avec ces deux ministères régaliens pour espérer quester la région de l'insécurité, reste à voir pour quelle politique, et reste à voir s'ils ont les moyens de leur politique. Parce que, par exemple, si on prend les questions de sécurité, que je connais bien, je suis élu d'un arrondissement populaire où ces questions de sécurité se posent. Le constat que nous faisons depuis des années, c'est que derrière les grandes déclarations, les opérations de communication, les rodomontades des différents ministres de l'Intérieur, ce qu'on constate, c'est un recul massif des personnels de sécurité. On voit moins de policiers qu'avant. On a des commissariats de proximité qui ont fermé. Et donc, la conséquence, elle est directe. Quand vous avez un État qui recule, quand vous avez des services publics qui reculent, ce sont les mafias qui avancent. Et donc, si on veut lutter contre ce phénomène-là, on a besoin de personnel. Pour avoir du personnel, il faut du budget. Et donc, on aura assez vite la vérité des prix, au-delà des questions de casting de ministres. C'est une question de fond, et on en parlait tout à l'heure avec un auditeur au 0826 300 300 qui vont nous appeler d'ici 5 petites minutes pour justement commenter l'échange que nous venons d'avoir, qui dit, parfois on comprend pas, il y a
une forme parfois de gêne d'une certaine partie de la gauche sur la question de la sécurité. Mais en préparant cette interview, je me suis souvenu notamment d'une tribune de Fabien Roussel dans Libé qui avait fait beaucoup parler à l'époque parce qu'il avait osé mettre des mots sur notamment le meurtre de Shaina, le féminicide de Shaina qui avait été violemment tué par son petit ami. Qu'est-ce qui se passe sur ces sujets-là au sein de la gauche? Est-ce que vous ne ressentez pas un certain malaise à en parler? Vous pas, visiblement, d'une certaine partie. On a l'impression de vouloir mettre un mouchoir de poche dessus. En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai aucun malaise à parler des questions de sécurité, d'autant que, et je le dis en connaissance de cause comme élu local, je suis élu local depuis une quinzaine d'années maintenant dans le 18e à Paris, ce sont les classes populaires qui sont les plus confrontées à l'insécurité et qui souffrent le plus de la délinquance. Et donc, être de gauche, c'est d'abord se battre, je vous le disais, pour la justice sociale. Et la justice sociale, ça passe par l'accès aux droits fondamentaux. Le droit à la sécurité est un droit absolument fondamental. Donc quand on est de gauche, on se bat aussi pour la sécurité. Je l'assume à 1000%. Et je pense que quand on ne répond pas à cette question-là, on passe à côté de problématiques majeures pour des tas de gens qui en ont ras-le-bol de ne pas pouvoir sortir tranquille et qui s'inquiètent bien souvent pour leurs enfants. Autre priorité, c'est aussi l'éducation nationale. Quand on voit notamment les derniers résultats à Teams et les dernières enquêtes internationales, que ce soit sur le niveau de la lecture ou au niveau de l'orthographe, au niveau des mathématiques, c'est Anne Genetet qui laisse la place à Elisabeth Borne. On sait que c'est un ministère quand même avec de grands enjeux, d'immenses priorités. Est-ce que par exemple l'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est une priorité? Parce qu'Aurore Berger l'a affirmé hier. Il ne faut pas opposer les deux. C'est pas parce que vous faites des cours sur l'éducation affective et sexuelle que vous n'apprenez pas à lire et à compter. Donc cette opposition me paraît stérile. Ce que je vois en tout cas, c'est que le Premier ministre a annoncé qu'il allait travailler son budget 2025 sur la base du budget Barnier. Ce budget Barnier prévoyait 4000 suppressions de postes d'enseignants. Très concrètement, 4000 suppressions de postes d'enseignants, ça veut dire que dans des tas d'écoles, on n'aura pas de remplaçant quand un professeur est malade. Et donc, on aura des enfants qui n'auront pas derrière les cours auxquels ils ont droit, quels que soient ces cours d'ailleurs. Et donc là, on a un problème très concret auquel Madame Borne va devoir s'affronter. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un professeur devant chaque classe, et ça suppose que le gouvernement renonce à ces suppressions de postes qui sont aujourd'hui programmés et qui seront très néfastes, à la fois dans la ruralité et dans nos quartiers, dans les grandes métropoles. Il y a deux dernières questions encore, Yann Brossa, que je souhaite vous poser. Il y a un duel qui est en train de se mettre en place pour visiblement les prochaines élections présidentielles, qu'elles soient anticipées ou qu'elles attendent 2027. C'est la volonté des deux camps, quand même, visiblement, de s'affronter. Celui de Jean-Luc Mélenchon, qui l'assume totalement, et celui de Marine Le Pen, qui l'assume aussi entièrement. Est-ce que c'est plus rassurant, vous qui êtes inquiet de la montée de l'extrême droite, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de lui faire la courte échelle? D'abord, ils ont le droit d'être candidats. Enfin, Madame Le Pen, si tant est qu'elle soit encore éligible à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, mon souhait, c'est que la gauche se donne les moyens de gagner. Et sans vouloir dire une lapalissade, mais pour gagner, il faut deux choses. D'abord, il faut qu'on ait un candidat de gauche au deuxième tour, ce qui n'a pas été le cas lors des dernières échéances, et un candidat qui soit capable de gagner au deuxième tour. Et donc, on doit avoir, pour moi, ce paramètre-là en tête quand on choisira le candidat qui défendra nos couleurs à l'élection présidentielle. Yann Brossa, vous maire de Paris, quel maire vous serez ? Un maire qui se battra pour les valeurs de Paris, c'est-à-dire des valeurs progressistes, écologistes, et il y a du boulot, notamment parce que la menace de la droite est là. Donc j'ai envie de me battre, en tout cas, parce que j'aime profondément ma ville, que j'y suis élu depuis longtemps maintenant, et que je pense qu'elle mérite d'être défendue dans ses valeurs, dans son mode de vie et dans son identité. Est-ce que vous assumerez vos notes de frais et vous éviterez de faire des factures téléphoniques à plus de 30 000 € ou pas du tout? Vous savez, d'abord, c'est faux, puisque en l'occurrence, les factures dont on parle ne sont pas de 30 000 € et ce ne sont pas les factures de la maire de Paris. Elles sont quand même largement supérieures à n'importe quel budget des Français. Mais elles ne sont pas à 30 000 €, donc c'est quand même un peu particulier de dire des choses qui sont fausses. C'est l'information du Canard, mais c'est plus de 11 000 € pour un voyage à Tahiti. Oui, mais pourquoi vous dites 30 000 si c'est 11 000? 30 000 parce que c'est l'information du Canard. D'accord. Donc quand une information est démentie, vous continuez à la répéter. J'attendais que vous la rectifiez. D'accord. Donc vous dites quelque chose qui est faux en sachant que c'est faux, en anticipant le fait que j'allais la démentir. Pour la rectifier. Ça n'est pas très déontologique si je peux me permettre. Et donc, vous serez ce maire-là ou pas du tout? Et donc, il n'y aura pas de problème de facture téléphonique. Merci beaucoup Yann Brossa, Merci sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste et peut-être qui sait, futur maire de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeux Noël.